3000 familles ont été déguerpies ce jeudi dans la commune de Yopougon. Au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré ne se rendra pas au procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Tristesse et larmes pour les 3000 familles du quartier Banco Nord Extension 2. Elles sont désormais sans abri. Leurs maisons ont été démolies par les services techniques de la mairie de Yopougon. Désespérées et ne sachant où se reloger en cette période de rentrée scolaire, ces familles crient leur détresse au micro de notre reporter Clément Boukou. Yopougon, carrefour zone industrielle. À proximité, le quartier Banco Nord Extension 2. Les 14 hectares où habitaient plus de 3000 familles ne sont plus qu'un tas de ruines et de gravats. Seydou y a passé son enfance. Là, nous sommes devant ce qui reste de notre cour. Et là, vous voyez ma famille, mes soeurs, ma maman, mes nièces, neveux, tout ça. Bon, depuis hier, on a vu des bulldozers. Puis les agents de la mairie, la gendarmerie nationale, ils sont venus, ils ont tout cassé. Comme Seydou, plusieurs familles assistent désespérément à la démolition de leur maison. On ne sait pas où mettre les enfants, on souffre, on ne sait pas comment faire. Aidez-nous. On n'a pas d'argent pour aller où nos maris travaillent là, ils ont cassé tout aussi. Et la non-marie ne travaille pas là, comment on va faire pour manger? Ça ne va pas du tout, on est dans la rue, on ne sait pas où il faut dormir. On ne sait pas où il faut dormir, les avariats, ils vont à l'école. Même la mosquée du quartier n'a pas été épargnée par les démolisseurs. Hier, à nos grandes surprises, on est là, on n'a rien entendu, on n'a pas été convoqué ni rien. On vient tomber sur nous, on casse notre mosquée et on casse le quartier tout entier. On demande, voici le chef Brié qui est là. Depuis 2002, le coin a été lotisé et ils ont partagé avec les ébriers. Ils nous ont donné les attestations. Voici le chef Brié qui est là, des Kouté qui est là avec nous présentement. Donc, on leur demande, mais qui vous a autorisé de venir casser notre mosquée et notre maison? Que la décision est quittée en haut. On dit qui est en haut? On ne nous a jamais dit le nom de quelqu'un, on dit la décision est quittée en haut. Selon le mouvement des droits humains, MIDH, qui s'est saisi de l'affaire, les sinistrés sont des familles de ferrailleurs installées sur le site en raison de la construction du CHU de Yopougon depuis les années 1986. Pour le MIDH, il y a vice de procédure. Le site sur lequel nous sommes, les habitants ne sont pas propriétaires, la mairie non plus n'est pas propriétaire. Seul l'État de Côte d'Ivoire est propriétaire. Et l'État de Côte d'Ivoire est une personne morale qui est différente de la mairie qui, lui, a son patrimoine à part. Si vous voulez déguerpir quelqu'un, vous voulez détruire le bien de quelqu'un, il faut avoir une décision de justice ou bien un titre exécutoire. Aucun de ces titres. Alors sur quelle base on vient détruire les biens des gens? Dans ce bras de fer qui oppose les habitants de Yopougon Banco Nord Extension 2 aux autorités municipales, nous avons contacté la mairie à travers son service de communication qui a décliné notre demande d'interview. Pour l'heure, les populations sont sans abri et espèrent que les autorités compétentes se pencheront sur la question pour un terrain d'entente entre les deux parties. Allons à présent au Burkina Faso à la rencontre d'Aaron Bibi. Ce sportif de 29 ans porte le titre de l'homme le plus fort du monde pour avoir soulevé une charge de 229 kilos. Il est devenu ainsi le premier Africain à remporter du log lift. Qui est-il réellement? Alassane Trabo l'a rencontré pour vous. Du haut de son mètre 80, Cheikh Al-Hassan Sanou alias Aaron Bibi nous apparaît ce matin-là très heureux. Heureux d'avoir battu quelques jours avant le record mondial du log lift, un sport qui consiste à lever des troncs de bois. Le colosse burkinabé a soulevé sous le hurrah des spectateurs une charge de 229 kilos. Il bat ainsi le record de 228 kilos détenu depuis 16 ans par le Lituanien Zydrunas Savikas. Quelques jours avant la finale, le père de l'homme de fer décède. Une perte brutale qui cependant a constitué une source de motivation pour le sportif lors de la finale. Je pense qu'avec le temps, je pourrais digérer la perte de papa. Mais ce que je peux vous dire est que
face à la charge, ce jour, la douleur que j'avais était plus lourde que ces 229 kilos. Et j'ai ressenti vraiment sa présence. Son succès, Iron Bibi le doit à une alimentation saine, variée et surtout consistante, à l'image du nombre de poulets qu'il mange par jour. Bon, on était à 9 poulets par jour. Je pense qu'avec ce nouveau record, on va tenter 10. Hein? L'alimentation, c'est très important parce que quand on consomme des aliments de bonne qualité, la performance sera de bonne qualité. Et quand on consomme de la pourriture, on ne peut pas bien performer. Les journées d'Iron Bibi sont toujours couronnées d'activités sportives, des activités qui lui permettent de maintenir sa forme et d'être compétitif. Quand je me réveille, bien sûr, je fais 30 à 45 minutes de marche. Et non seulement c'est bon physiquement, mais mentalement parce que j'arrive à programmer et planifier la journée. Et ensuite, le petit déjeuner. Et après ça, bon, j'ai des étirements à faire. Donc vraiment, c'est toute une journée sportive. Et en soirée, je termine aussi par le sport. Souffre-douleur dans son enfance à cause de son poids, Iron Bibi lance un message d'espoir à la jeunesse africaine. Pendant vraiment les moments difficiles, il y a toujours de belles opportunités. Donc ce que je dis vraiment à la jeunesse africaine, c'est de ne jamais baisser les bras et de ne pas accuser les autres. Voilà, on a 2 mains, on a les jambes, il faut se battre jusqu'au bout. À 28 ans, le Burkinabé Cheikh Al-Hassan Sanou, dit Iron Bibi, espère mettre ce record encore plus loin afin de le rendre imbattable sitôt. D'ici là, armé de ses 180 kilos et ses bras dont le tour fait 63 cm, Iron Bibi part, sans doute, à la conquête d'un nouveau titre, d'un nouveau record. Et nous restons au Burkina Faso. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré ne sera pas présent au procès de l'assassinat de Thomas Sankara qui s'ouvre lundi 11 octobre devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Exilé à Abidjan, il est le principal accusé qui sera jugé pour cet assassinat en 1987 du capitaine révolutionnaire. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1983, Thomas Sankara a été tué le 15 octobre 1987 avec 12 de ses compagnons par un commando lors d'une réunion au siège du Conseil national de la Révolution à Ouagadougou. Il avait 37 ans. Parlons santé. Que savoir sur l'accident vasculaire cérébral et comment l'éviter? La 2e édition des Journées nationales de lutte contre l'AVC va se tenir le 29 et le 30 octobre prochain. Elle vise à sensibiliser les populations au danger que représente cette pathologie. Nous Sangaré et Joël Gosset nous en disent plus. C'est une victime d'accident vasculaire cérébral, AVC. C'est en 2009, alors qu'elle avait 35 ans, que Chantal a vu une partie de son corps paralysée suite à cette pathologie. Aujourd'hui, âgée de 47 ans, difficile pour elle de se déplacer ou de faire usage de son bras gauche. Un AVC, c'est déjà un tsunami dans une vie. Parce que vous imaginez, vous êtes une personne valide et du jour au lendemain, vous perdez votre mobilité. Donc vous devez réapprendre à marcher, réapprendre à parler, enfin réapprendre à faire tous les petits gestes du quotidien. Donc votre vie passée n'existe plus. Les acquis que vous aviez hier, vous les perdez quand vous faites un AVC. Et donc j'ai dû quasiment tout réapprendre. Employée dans une entreprise de la place en qualité d'assistante du directeur général, Chantal a dû être affectée à un autre poste à cause de son handicap. Évidemment, je ne pouvais plus être au poste où j'étais parce que assistant d'un directeur général, ça demande beaucoup de mobilité. Et donc, mon entreprise, à l'occasion de la mise en place d'un nouveau projet, m'a proposé donc d'intégrer ce projet-là. Et avant que je n'intègre ce projet, j'ai eu le privilège d'être formée, d'avoir donc pour acquérir la compétence pour gérer ce projet-là. Et c'est ainsi que j'ai pu intégrer ce projet. Troubles de langage, de mémoire, infirmité motrice. Bref, les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont multiples. Le monde du travail reste une frange de la société exposée par la maladie. Un travailleur qui est soumis à un objectif qui n'est pas atteint, il est stressé. Et ce stress-là engendre d'autres facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle, tels que le diabète, tels que le tabac, parce que quelqu'un qui est stressé va
va commencer à fumer, va commencer à boire et il ne va pas contrôler son alimentation. Véritable problème de santé, l'AVC est la première cause de handicap et la troisième cause de mortalité selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. La prévention demeure la meilleure arme pour venir à bout de la maladie à travers la prise en charge des facteurs de risque. D'où la tenue de la 2e édition des Journées nationales de lutte contre les AVC. 2 jours de réflexion et de sensibilisation en vue d'une meilleure gestion et de prise en charge des victimes. Initiative de l'ONG AVC Espoir, organisation présidée par une victime de la maladie. Et donc j'invite massivement la population ivoirienne, principalement la population vivant dans le district d'Abidjan, à venir au JNL. À ces journées, vous aurez l'occasion de rencontrer des malades qui pourront partager avec vous leur expérience, leur vécu. Et donc j'invite aussi les malades à venir massivement à ces journées pour rencontrer des spécialistes qui vont les aider un tant soit peu à améliorer leur vie avec les séquelles de l'AVC. Les défis du travailleur victime d'AVC, c'est le thème de ces journées qui se tiendront les 29 et 30 octobre prochains. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi à l'esplanade de la Primature la cérémonie d'hommage de la nation à feu l'ex-premier ministre Charles Konan-Banny, décédé le vendredi 10 septembre dernier à l'hôpital américain de Paris des suites de complications pulmonaires. Cette cérémonie était marquée par le recueillement du chef de l'État, du Premier ministre et des membres de la famille sur le portrait du disparu, des témoignages, l'oraison funèbre, des honneurs militaires et la remise du drapeau national. Les différents intervenants ont rendu un vibrant hommage à l'ancien Premier ministre pour son importante contribution au développement économique et social de notre pays, ainsi que pour ses qualités humaines et professionnelles. En Guinée, un haut fonctionnaire international, Mohamed Beavogui, a été choisi pour diriger le mouvement de la transition, dont le gouvernement de la transition, dont la durée n'a pas encore été déterminée par la junte au pouvoir. Sa mission, mettre en application la charte de la transition. Alassane Drabou. La Guinée a un nouveau Premier ministre. Mohamed Beavogui a été nommé à ce poste par le président de la junte, le colonel Doumbouya, à travers un décret lu à la télévision nationale. Mohamed Beavogui, âgé de 68 ans, est un vétéran du développement très peu connu des Guinéens. Il a derrière lui plus de 30 ans d'expérience, dont une bonne partie dans le système des Nations Unies. Il a été sous-secrétaire général de l'ONU, chargé de la mutuelle panafricaine de gestion des risques à New York, avant d'occuper d'autres fonctions au sein du Fonds international du développement agricole, FIDA, et de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome, en Italie. Né le 15 août 1953 à Poredaka, dans le centre de la Guinée, Mohamed Beavogui est marié et père de 4 enfants. Plusieurs langues locales, il parle l'anglais, le russe et l'italien. Le nouveau chef du gouvernement guinéen sera chargé de mettre en application la charte de la transition, élaborée quelques jours après la prise du pouvoir par l'armée. Elle stipule, en son article 51, entre autres, que le Premier ministre dirige, coordonne et anime l'action gouvernementale. Un peu plus loin de la Guinée, le roi du Maroc, Mohamed VI, a nommé ce jeudi un nouveau gouvernement dirigé par l'homme d'affaires Aziz Akanouch, patron du Rassemblement national des indépendants, le parti libéral grand vainqueur des récentes élections législatives. Et plus loin, autrefois insurgés, des combattants talibans se reconvertissent aujourd'hui en policiers, effectuant des patrouilles de maintien de l'ordre et contrôlant la circulation dans la capitale afghane. Les combattants talibans reconvertis en policiers, autrefois rebelles, ils sont désormais en charge du maintien de l'ordre et contrôlent la circulation. Nous avons quitté nos maisons, nos familles et nos proches pour servir notre peuple et notre pays. Nous serons heureux de rester ici, moi et mes camarades, encore 5 mois, 10 mois, 1 an ou 2. Nous avons quitté nos familles pour servir le pays et pour bien faire. L'ancienne police afghane s'est effondrée lorsque les talibans ont repris le pouvoir. La police talibane compterait aujourd'hui 4000 hommes à Kaboul. Elle affirme que la capitale est plus sûre qu'auparavant. En moyenne, dans l'administration précédente, il y avait à Kaboul environ 300 à 400 cas quotidiens de crimes consignés. Mais depuis que nous sommes là, ce chiffre est tombé
à 10-15 par jour. Le prix Nobel de littérature a été décerné par l'Académie suédoise à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurna, 72 ans, ce jeudi à Stockholm. L'auteur notamment du roman Paradise est distingué pour son récit empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents. Cette édition est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous dis à demain à la même heure.